Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin du mois de mai 1401, vous voyez, nous remontons au tout début du XVe siècle dans l'hôtel de Jean de Montreuil. Jean de Montreuil est secrétaire du roi. Le roi à l'époque, c'est le roi fou, vous savez, c'est Charles VI. On peut dire de Jean de Montreuil qu'il est un des tout premiers humanistes français et il vient d'écrire un traité qui célèbre le génie de Jean de Meun. Si je vous dis Jean de Meun, ça vous rappelle des souvenirs de la gare des Michards. C'est l'auteur de la deuxième partie du roman de la Rose. La seconde partie de ce best-seller médiéval a été écrite un siècle plus tôt et elle est célèbre pour sa satire des femmes et du mariage. On y moque tous les défauts des femmes, on prévient le lecteur de tous les pièges et tous les sortilèges dont elles sont capables et on essaie de mettre en avant les moyens de déjouer les sortilèges féminins. Bref, ce jour-là, on est à la fin du mois de mai 1401, Jean de Montreuil reçoit une lettre et les propos de cette lettre vont faire beaucoup parler. Et on peut dire que tout ça va créer une sorte de grande polémique qui va secouer l'élite intellectuelle du royaume. La lettre en question s'attaque à Jean de Meun. Elle dénonce le mauvais goût, la pauvreté d'esprit de cet auteur à qui elle reproche notamment sa haine des femmes, évidemment. Vous imaginez la surprise de Jean de Montreuil au moment où il lit ça, il découvre d'autant plus que l'auteur de la lettre est une femme et que cette femme, c'est Christine de Pisan. L'affaire va prendre une tournure encore plus importante au début de l'année 1402 quand Christine de Pisan, qui entre-temps a reçu le soutien du chancelier de l'université de Paris, le célèbre Jean Gerson, personnalité éminente du monde intellectuel de l'époque, Christine de Pisan, donc, au début de l'année 1402, livre à la cour un certain nombre d'écrits qui reprennent les arguments de chacun. C'est quand même une audace incroyable. Ça va lui valoir d'être comparé par Jean de Montreuil, qui était absolument furieux de voir ce qui au départ était un débat entre intimes devenir une espèce de polémique publique, d'être comparé à la courtisane grecque Léontione, qui, dit Cicéron, osa écrire contre le grand philosophe Théophraste. En d'autres termes, il la traite de prostituée, quoi. La courtisane en question, on sait très bien quelles étaient ses mœurs. Eh bien, Christine de Pisan ne vaut pas mieux qu'elle. Voilà, en gros, ce que dit Jean de Montreuil, furieux qu'on ait tenté de le ridiculiser comme ça et de rendre cette affaire publique. C'est la première grande querelle littéraire française, si vous voulez. Et elle va atteindre, cette querelle, son apogée en 1404, avec la publication, donc par Christine de Pisan, de La Cité des Dames. Le voilà, l'ouvrage majeur de Christine. Dans cet ouvrage, elle qui est déprimée par la lecture d'une satire misogyne, elle se lamente d'être née femme, sauf que 3 envoyés de Dieu, raison, droiture et justice, les voilà les 3 envoyés, on les imagine dans leurs atours, elles viennent la consoler et elles l'aident à construire une cité imprenable où les femmes seraient protégées des calomnies. Et les pierres de cet édifice, dont vous avez bien compris qu'il est symbolique, les pierres en question, ce sont les grandes femmes du passé, les guerrières, les artistes, les savantes, les amoureuses, les saintes, bien sûr. Vous imaginez la nouveauté d'un tel projet? C'est assez extraordinaire de voir cela naître comme ça au début du XVe siècle. Ce livre est une réflexion sur la condition féminine, il faut le dire, et c'est très novateur à l'époque. C'est probablement le premier ouvrage féministe de la littérature, c'est en tout cas comme ça que certains veulent le voir, et tout le monde s'intéresse dès lors à son auteur, à Christine de Pisan, qu'on doit pouvoir définir comme la plus italienne des Parisiennes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'elle est née à Venise, Christine de Pisan, en 1365. Elle était la fille de Tommaso di Pisano, donc vous comprenez son nom.
Lui était de Bologne, où il avait étudié la médecine à l'université de la ville. En 1343, il est lauréat de cette faculté, Thomas de Pisan, et il peut devenir professeur à Bologne. Si vous allez à Bologne, vous verrez à quel point cette université de médecine a été très importante. On peut dire que ça a été l'un des points en Europe où s'est développée la connaissance du corps humain, de la médecine, etc. Il enseigne donc non seulement la médecine, mais l'astrologie. À l'époque, tout ça était très lié. Et il va faire la rencontre d'un docteur en médecine dont il épouse la fille. Le docteur en question s'appelle Thomas Mondini. Le voilà qui va partir pour Venise pour suivre le fameux Mondini, qui est devenu son beau-père maintenant. Mondini a fait venir son gendre dans la Sérénissime. Et c'est donc là, dans cette incroyable cité de Venise, qui à l'époque est à son apogée, il faut imaginer la puissance de Venise sur l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est là que naît Christine, donc en 1365. La réputation de son père est telle à l'époque que le roi de France de l'époque c'est Charles V, c'est Charles le Sage, le roi de France va inviter le père de Christine à sa cour. Comment voulez-vous refuser l'invitation du souverain le plus puissant de l'époque ? Thomas va donc partir pour Paris. Oh, il se dit que c'est pas pour longtemps. A priori, il pense qu'il va y passer une année. Le temps de rencontrer le roi, les maîtres de l'université, donc de la Sorbonne. Sauf qu'en fait, ça ne va pas se passer de cette manière. Une fois l'année écoulée, pas question pour le jeune roi de France de laisser repartir celui qu'il considère comme un invité de marque absolument essentiel. Et il va proposer à Pisan de faire venir sa femme, ses enfants. Ça va avoir lieu 3 ans plus tard. Et c'est donc à l'âge de 4 ans que Christine découvre la grande ville de l'Occident de l'époque. Elle arrive à Paris où elle va passer l'essentiel de sa vie. Il y a probablement une autre raison pour laquelle Charles V a tant voulu faire rester Thomas de Pisan à sa cour. Le moment où la famille de Thomas arrive à Paris coïncide en effet avec la reprise de la guerre contre l'Angleterre. Thomas de Pisan peut servir d'intermédiaire entre Venise et la France. Très grande puissance, Venise, je vous l'ai dit, c'est très important dans le contexte de cette guerre. Il est possible aussi qu'il ait mis en relation les éminents docteurs de Bologne avec la couronne de France, qui avait besoin non seulement de conseils, mais de soutien et d'appui de tous ordres. Comme les autres jeunes filles de son milieu, c'est-à-dire le cercle des gens cultivés qui entourent ce roi très sage, ce roi Charles V, comme toutes ces jeunes filles, Christine reçoit une bonne éducation. Et elle est encouragée par son père dans cette voie-là. C'est lui qui va l'initier aux belles lettres. C'est lui qui probablement lui apprend le latin. Alors, elle ne va pas suivre le cursus universitaire, évidemment, puisqu'à l'époque, il faut être un garçon pour entrer à l'université. C'est tellement évident. Mais néanmoins, elle apprend, elle se cultive et plus tard, elle se plaindra de n'avoir reçu du savoir paternel que, dit-elle, des raclures et des paillettes, des petits deniers, des paillettes chouettes de la très grande richesse dont il avait à grande largesse. Christine a soif de connaissance et on lui refuse d'une certaine façon cette connaissance. Vous voyez que sa vocation est tout à fait précoce. Vous écoutez Radio Classique. Elle a 15 ans maintenant, Christine. Autant dire qu'elle est en âge de se marier pour l'époque. On est en 1380. Alors, l'élu s'appelle Étienne de Castel. C'est un jeune écolier, il a eu ses diplômes, il est gradué comme on dit à l'époque, il a 24 ans, bien né, de nobles parents de Picardie. Il faut dire que Charles V l'a pourvu d'un office de notaire et secrétaire royal, c'est probablement Thomas de Pisan qui est intervenu en faveur de celui qui allait devenir son gendre. Mais enfin tout ça se passe bel et bien. Pendant 10 ans, Christine va vivre une vie tout à fait douce avec ce mari qu'elle aime et qui est promis à la plus éclatante carrière. Seulement, en 1380, c'est la mort de Charles V. Charles V qui est le protecteur de son père, de Thomas de Pisan. Et évidemment, la période qui s'ouvre est un petit peu moins favorable. À la cour du nouveau roi Charles VI, la position de Thomas a nettement reculé. Or, il se trouve qu'il disparaît, ce Thomas, dans l'année 1380,
1907. Et puis 3 ans plus tard, et là c'est vraiment la catastrophe, c'est le drame, alors qu'Étienne de Castel accompagne le roi à Beauvais, c'est une mission prometteuse, eh bien il est emporté en fleur de jeunesse, nous dira-t-elle, par l'épidémie de peste qui sévit dans la ville. Ça, c'est terrible. Elle aimait son mari, il n'avait que 34 ans, et la voilà qui, elle, à 25 ans, est veuve maintenant. Elle est dévastée, Christine. Elle comprend que pour elle, le temps du bonheur, de la prospérité, le temps de l'insouciance est totalement terminé. « Que dire de lui ?» écrit-elle. « Il m'aimait et c'était droit, car jeune je lui fus donné. Aussi nous avions ordonné notre amour et nos 2 cœurs, bien plus que frères ni sœurs, en un seul entier vouloir. » Comme c'est beau cette formule, en un seul entier vouloir. Le décès de son mari, on peut dire que c'est la brèche, c'est la cassure dans la vie de Christine de Pisan, c'est la brisure. À 25 ans, elle est donc bénéficiaire, si l'on peut dire, de cet état de veuvage qui à l'époque était plutôt considéré comme enviable parce qu'il donnait un véritable statut à la femme. Elle décide en tout cas qu'elle restera veuve. Elle ne sortira plus de cet état et c'est une décision qui a dû en choquer plus d'un. L'ordre des choses aurait voulu qu'elle se remarie. Après tout, elle n'avait que 25 ans et Christine va faire preuve de courage puisque plutôt que d'aller se placer sous la protection d'un second mari, eh bien, elle va rester fidèle au premier qui est décédé. Et elle va créer maintenant elle-même les conditions de sa fortune. Ça ne va pas être une mince affaire parce que Étienne de Castel avait tout de même un défaut qui était de ne pas tenir sa femme au courant de ses affaires. Pendant 20 ans, Christine va donc être en procès perpétuel et multiple pour récupérer des gages de son mari, des gages qui n'avaient pas été payés, pour réclamer telle et telle somme, des dettes, parce qu'il avait des créances. Il y avait pas mal de créances même. Étienne de Castel. Bref, elle est seule, Christine, elle n'a pas d'aide, et pourtant elle va trouver une source de réconfort dans, vous l'avez compris, dans l'écriture. Le livre de la mutation de fortune qu'elle écrit quelques années après raconte dans une sorte de travestissement littéraire, on pourrait appeler ça de transposition si vous voulez, ça raconte comment elle est devenue un homme après la mort de son mari afin de devenir écrivaine. Je me transformais de corps et de visage, dit-elle, en parfait homme naturel, et jadis je fus une femme, de fait je suis un homme. Je ne mens pas, mes pas le prouvent assez. Son premier livre, un recueil de ballades, est publié en 1399, donc 9 ans après la mort de son mari. Et entre-temps, elle a écrit des rondeaux, des ballades, des virelais. Et puis elle a repris ses études. Elle a étudié l'histoire et les auteurs anciens et la philosophie. Tout ça va de pair à l'époque. Ses poèmes ont un certain succès, ils permettent à Christine de rester influente à la cour et elle va parvenir comme ça à marier ses enfants, enfin les case déjà, l'un chez le comte de Salisbury, l'autre au couvent de Poissy où n'étaient pas souvent, pourtant n'étaient admises que des filles de la plus haute aristocratie. Aux 100 ballades vont suivre l'épître au dieu Amour, ensuite le débat des 2 amants, le dit de Poissy et puis encore l'épître à Othea. Tous ces écrits, évidemment, ont un grand succès, même si n'oubliez surtout pas que nous sommes dans une période qui précède l'imprimerie. Donc il faut, si vous voulez avoir une copie du livre, il faut le faire copier à la main. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires, bien sûr. Progressivement, le travail de Christine va s'orienter vers ce qui lui tient à cœur le plus, c'est-à-dire la politique, disons les choses, en tout cas les questions de société. Et plus précisément, au début de l'année 1404, eh bien, sa vie bascule. Christine a la bonne idée d'aller porter ses vœux au puissant duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, le grand potentat de l'époque. Elle lui offre un nouveau livre de sa plume, donc le livre de la mutation de fortune. C'est un très beau manuscrit qu'elle a fait orner d'enluminures somptueuses, il faut ce qu'il faut pour plaire au duc de Bourgogne. Et il aime tant le livre, Philippe le Hardi, qu'il va commander à Christine, dès les jours suivants, un livre sur le règne de son frère aîné, le roi Charles V, le roi sage, n'est-ce pas? Ça s'appellera le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V. Donc une sorte de
biographie pleine de détails qui présente Charles V comme le prince idéal, ce qu'entre nous il était probablement. Et avec cette demande qui émane d'un des plus grands personnages de l'Occident de l'époque, vous imaginez bien que pour Christine maintenant c'est une sorte de gloire. 5 ans seulement après avoir commencé à publier, eh bien la voilà reconnue comme auteur et comme auteur politique. Et quelques années plus tard, elle rédige même un livre sur l'art de la guerre. Voyez que elle avait d'abord commencé par écrire sur elle, c'était de l'autobiographie d'une certaine manière, mais à partir de 1404, il y a une rupture dans son œuvre littéraire et elle est désormais un auteur qui peut s'attaquer aux plus grands sujets. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est pas parce qu'elle s'intéresse à la politique que Christine de Pisan va pas continuer à parler de la cause des femmes qu'elle a si bien défendue dans cette querelle du roman de la Rose. Dans la suite de cet engagement, en 1404, elle publie donc La Cité des Dames, où elle développe sa vision de la véritable nature de la femme, du féminin, un ouvrage qui s'ouvre sur cette scène d'intérieur. Christine, hélas, d'avoir étudié toute la journée, elle cherche une lecture divertissante, elle entame donc la lecture des Lamentations de Mathéole, et elle est choquée parce qu'elle voit les femmes qui sont porteuses de tous les vices, etc. Enfin, ce qu'on avait tout le temps dans la littérature médiévale. Et là, elle se plaint à Dieu. « Pourquoi ne me fis-tu pas naître au monde en masculin sexe ?» Et puis elle s'endort et le récit passe à la fiction dans le rêve. C'est assez classique maintenant, mais à l'époque c'était assez nouveau. Elle est frappée par un rayon de lumière. Elle voit apparaître ces fameuses dames couronnées, la raison, droiture et justice dont je vous parlais. Raison reproche à Christine son aveuglement. En se désolant d'être femme, elle adopte les préjugés, alors qu'il vaudrait mieux qu'elle se fie à son jugement personnel. Tu ressembles à ce sot dont l'histoire est bien connue, qui s'étant endormi au moulin fut affublé de vêtements de femme et qui au réveil ajouta foi aux mensonges de ceux qui se moquaient de lui en affirmant qu'il était transformé en femme plutôt que de s'en référer à sa propre expérience. C'est assez joliment dit. Et évidemment, elle va abandonner ses accoutrements masculins. Christine redevient femme dans son écrit, et c'est en tant que femme qu'elle va pouvoir écrire pour les femmes, sur les femmes. Et voilà comment commence ce récit de la construction d'une cité métaphorique où la dame est une femme dont la noblesse est la noblesse de l'esprit. Et les blocs de pierre, je vous l'ai dit, ce sont les femmes illustres du passé. Et la raison cimente toutes ces pierres. Voici ce que nous dit Françoise Autrand, la grande historienne Françoise Autrand, à propos de cette construction. Sans inciter les femmes à revendiquer de nouveaux droits, Christine de Pisan veut seulement leur faire prendre conscience du rôle actif qu'elles jouent dans la société. Dans l'exercice du pouvoir au féminin, Christine ne se contente pas de recommander aux dames la vertu et les bonnes manières. Pardon. Elle leur donne aussi des conseils pratiques, le plus important étant une vraie méthode pour se faire une popularité, car pour elle, l'amour de tous et de toutes est le seul fondement du pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et si Christine de Pisan prend à cœur la défense de la place des femmes dans la société médiévale, elle voit aussi monter avec appréhension ce péril de la guerre civile. Elle est fidèle aux Valois, elle prend le parti de Charles VII, celui des vrais Français, si vous voulez. C'est l'époque où il y a les Bourguignons d'un côté, les Anglais de l'autre, etc. Et au moment de l'entrée à Paris des Bourguignons, en étant 1418, elle va se réfugier au prieuré royal de Poissy. C'est là qu'elle va retrouver sa fille, rappelez-vous. Et un peu à l'écart du monde, elle va se taire pendant 11 années. Mais il y avait une femme qui allait tout changer, n'est-ce pas? Et c'était Jeanne d'Arc. Vous imaginez la coïncidence extraordinaire. Ça n'est pas une coïncidence. C'est en vérité une synchronicité. C'est un symbole extraordinaire. Christine, après avoir si longtemps défendu la place des femmes, a dû s'identifier à cette jeune femme qui s'habillait, qui prenait l'armure, qui menait les armées du roi vers la victoire. Et c'est à Poissy qu'avant de mourir, sans doute en 1430, elle a appris le sacre de Charles VII à Reims, l'apparition donc de Jeanne d'Arc qui était là avec Charles VII dans le chœur de la cathédrale. Et son dernier poème, Le Dittier de Jeanne d'Arc, est écrit dans l'euphorie de l'été 1429, nous dit Françoise Autrand, plein d'espérance, de rire, de lumière. Il finit en beauté l'œuvre de la femme de lettres que l'Italie offrit à la France. Vous écoutez Radio Classique.